Alors, je suis arrivé ici en 88, c'est vieux. Jean-Philippe Grillet était responsable à l'époque du Conservatoire du littoral pour cette région PACA et m'avait sollicité pour venir voir, regarder. Alors bon, j'ai regardé, je suis tombé amoureux du site, forcément, c'était quand même très charmant, déjà très beau, même si c'était une friche. Ça avait été abandonné depuis 14-15 ans, je ne sais plus. Et la question était faire un projet, donc probablement un projet de jardin, puisque ça avait été un jardin autrefois, même s'il avait absolument rien à voir. Enfin, c'était un jardin avec de la mosaïculture, mais c'était un jardin pour des particuliers, la famille Courme et la famille Pothèse ensuite, qui avait vendu à une société d'assurance qui, elle, n'avait rien fait pendant tout ce temps. C'était donc une friche et faire qu'un projet pour que ce soit présenté à la mairie et accepté à la fois par la mairie et les associations locales, de façon à ce que le conservatoire puisse l'acheter en se disant, ben voilà, c'est un projet qui convient à tout le monde, sinon ça, on ne le fera pas, on n'achètera pas. Et j'ai fait un projet et ils ont acheté en début 89. Voilà. Alors le projet de départ, c'était un projet que j'avais appelé jardin austral, un jardin austral, basé sur le climat méditerranéen, mais de l'hémisphère sud. Parce qu'en arrivant ici, j'avais déjà vu, je ne sais pas si on les voit d'ailleurs d'ici, oui, on en voit, on en devine, mais enfin, ils sont loin, des eucalyptus, bien sûr des mimosas, des plantes australiennes, hein, typiquement, qui sont arrivées au 19e, sur toute la côte. Hein. Oui, parce qu'il y avait Et eu tout ce travail d'acclimatation oui, pour les hivernants qui venaient bien l'hiver et qui sûr, avaient envie de voir. bien sûr. Et c'était marqué par ces deux ou trois espèces, pas beaucoup, hein, il y avait un calisthémon ou deux, des trucs comme ça, tout à fait de l'hémisphère sud. Mais moi, je connaissais un peu la flore de l'hémisphère sud où j'étais allé à deux ou trois reprises auparavant. Et je dis, mais c'est d'une grande pauvreté, on ne sait pas la richesse qu'il y a dans ces régions-là du monde, c'est dommage. Et donc j'avais fait cette proposition sur le thème du biome méditerranéen, c'est-à-dire un ensemble de compatibilités de vie dans un climat déterminé, le climat méditerranéen. Mais Oui, quand parce qu'il ne j'avais fait... s'agissait pas de faire quelque chose de complètement artificiel à coup d'arrosage et de Voilà, chauffage et de. voilà, c'est ça. Il s'agissait pour moi de faire un jardin qui exploite la richesse naturelle existante sur la planète, capable de vivre là, sans assistance. Si en amenant des plantes de loin qui viennent compléter, enrichir, etc., on a des soucis parce qu'elles ne veulent pas pousser, même si on a fait très attention au choix, même si on est allé dans des régions où le sol est similaire, etc., mais pour une raison qu'on ignore, eh bien on ne les mettra pas. Parce qu'on ne va pas se mettre à dépenser ce que j'appelle une énergie contraire pour faire pousser des végétaux qui, dans leur pays d'origine, n'ont pas d'assistance. Donc comment fait-on pour ne pas dépenser cette énergie inutilement? Et c'est un peu ce qui se passe ici, à part quelques petits points du jardin où on est obligé d'apporter de l'eau, par exemple pour brumiser pour les fougères arborescentes en Nouvelle-Zélande ou pour une plantation ponctuelle qu'on abandonnera ensuite et les plantes se fera. Sinon, non. On est avec les conditions climatiques, les conditions du sol, etc. Donc ça a été fait comme ça. Et puis, pour arriver à faire le projet, à le développer correctement, je suis parti, parfois seul, parfois avec des gens qui commençaient à travailler avec moi ici, dont Philippe Deliot, qui est devenu paysagiste et qui a installé sa maison à Cadenay, qui s'appelle Alep, qui est une grosse agence de paysage maintenant très importante. Jean-Laurent Félizia, qui lui a aussi fait une entreprise ici qui s'appelle Jardin Mouvement, enfin, qui est basée sur la technique du jardinage à partir de l'idée du jardin en mouvement. Et puis d'autres, enfin, bon, et on est allé comme ça, à droite, à gauche, les uns les autres, visiter, voir les pays que nous voulions, que j'avais proposé, j'avais fait une liste, évoquer, qu'on voulait évoquer. Comment évoquer? Et c'est là où je fais la proposition d'une identité paysagère qui est typique d'une région du monde, d'un pays déterminé. Le Chili est très caractérisé par les pouyas, la prairie néo-zélandaise, parce qu'il devrait être un carex, ça ne l'est pas, mais enfin, c'est typique de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, ou les fougères arborescentes du Sud aussi, mais ça c'est déjà plus ambigu, etc. Donc il fallait aller dans ces pays.
Et c'est en voyageant, et surtout la première fois pas tout à fait la première, mais peut-être la deuxième fois que je suis allé à Kirstenbosch Garden à Cape Town, que là, le pays quand même où la plus haute diversité existe au mètre carré, dans le Fynbos, qui est l'équivalent du maquis ici. Et là, on me parle tranquillement du feu, que j'avais par ailleurs vu. Il y a des incendies partout dans tous ces pays-là. En m'expliquant la dynamique et le rôle du feu dans la régénération de la flore dite pyrophyte, c'est-à-dire une flore du feu, de toutes ces régions du monde, et elle n'existe pas ailleurs. Alors ça m'a paru être fondamental, et c'est ce que j'ai ici voulu développer. Ça a été très difficile parce que le Conservatoire du littoral a eu peur qu'on nous prenne pour des pyromanes, en parlant du feu positivement, alors que c'est juste pour expliquer un des mécanismes du génie naturel, rien d'autre. En disant oui, ben oui, les semences tombent au sol, elles ne germeront jamais s'il n'y a pas d'incendie, il faut un choc thermique pour lever la dormance de ces graines. Oui, il y a des pyrophytes passives qui supportent le feu, elles ont des écorces comme chez nous le chêne-liège. Oui, il y a des pyrophytes actifs qui ont besoin de différentes actions, le feu en choc thermique, mais aussi en choc chimique par la fumée, pour lever la dormance des graines de restionacées, etc. Bon, les gens ne savent pas ça. Le feu est un danger, nous voyons le feu comme un danger. Mais non, le feu a toujours existé sur la planète, toujours existé, avant même que nous ne soyons là. Il venait régulièrement à la fin des étés dans ces pays-là, les pays de climat méditerranéen, qui ont changé d'espace parce que les continents ont bougé. Il y a eu certainement dans les premiers incendies, des sélections, après, disons, très darwiniennes, mais après des sélections pas du tout darwiniennes, mais plutôt lamarckiennes, des évolutions lentes, des coévolutions entre les mécanismes de l'incendie répétitif et la plante, qui se protège petit à petit, qui devient habile par rapport à ça. Pour que les graines d'un akea les fruits d'un akea livrent ses graines, il faut que le feu passe. Un coup de marteau, on n'ouvre pas le fruit. Il faut que ce soit la température, etc. Enfin, fantastique, magnifique, qui remet en cause, enfin moi, c'est ma position, c'est que le temps laissé à l'évolution lamarckienne est bien plus grand que celui de l'évolution darwinienne, c'est-à-dire qu'il y a une transformation lente qui se fait progressivement dans le cours de la vie de l'individu. Philosophiquement, c'est très différent du choc qui dit « toi t'es bon, toi t'es pas bon ». Et ça laisse de l'espoir. Or, le développement laissé à ce mécanisme de l'évolution-là est très très long. Il est lent, il est petit à petit. Les chocs darwiniens existent aussi, bien sûr. Les deux existent. Parce que là, maintenant, ça fait donc 27 ans que tu viens ici. Ça commence à faire un certain temps. Tu as eu le temps de voir justement des évolutions? Oui, alors, ce que l'on voit d'abord, c'est qu'il y a des plantes qu'on a apportées ici, parfois de façon un peu dans la valise en passant, parce que sinon on les déclarait quand même. On a fait des importations qui n'ont pas voulu pousser. D'autres qui se sont installées en étant très très heureuses, manifestement. Ça leur convenait très bien. Et puis, ce que j'ai vu comme évolution, c'est peut-être... bien sûr, il y a une évolution du paysage qui est une fermeture. Très difficile à gérer. Partage de l'ombre et de la lumière. Comment conserve-t-on la lumière? Notre climax, il est forestier. On ne fait rien, ça fait une forêt. Mais là, il y a des tas de plantes héliophiles qui ont besoin de la lumière et du soleil. Donc il faut maintenir cette diversité-là apparente et donc maintenir cette lumière. Comment fait-on? Donc ça, c'est une gestion jardinière, difficile. Il faut savoir quelles plantes on enlève. À chaque fois, c'est encore été aujourd'hui le cas. On en parle tout le temps. Et ce que j'ai vu qui a été une évolution remarquable, je trouve, c'est celle des jardiniers. Bien sûr du jardin, mais le jardin, il a gardé son esprit. Même si tout change, il est toujours avec la même philosophie. Les idées de base sont toujours là, c'est-à-dire une région du monde représentée par une identité paysagère où il y a une plante dominante et d'autres qui l'accompagnent, une très haute diversité, que des pyrophytes, et puis une gestion naturelle, ça c'est toujours resté. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de développement durable, par exemple, ou tout juste c'était le début, alors que maintenant, avec la COP 21 et tout ça, est-ce que ça aussi, parce que les jardiniers, ils ont quand même eu toujours l'habitude d'avoir de percevoir le temps
d'une manière différente de la Oui, plupart des humains, hein. oui, oui, Quand vous vous plantez, vous dites, ah ben ça c'est pour dans 200 ans, qu'est-ce que ça va donner? oui, oui. Est-ce que quand même ça a changé le développement durable? Ça a changé aussi la manière dont les jardiniers voient les choses? Enfin, le développement durable, c'est une expression que je n'utilise pas. Ah, pourquoi? Dis-moi. Parce que développement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et durable, rien n'est durable. Rien. Tout se transforme tout le temps. Tout change tout le temps. Et le jardinier le sait bien. Donc, non, moi je parlerais plutôt d'un dialogue avec la nature. Et, et ça, ils savent le faire. Par contre, dans cette appréciation de la complexité de la vie, des échanges entre les plantes, entre les animaux et les plantes, etc., les esprits ont évolué. Ça, c'est sûr. Les histoires de développement durable jouent là-dedans, bien entendu. C'est le terme qui est utilisé pour... Mais en fait, le plus important pour moi, c'est pas de développer. La nature sait très bien faire ça. On n'a pas besoin de... C'est de comprendre. Comprendre est très difficile. On a tiré un trait sur le génie naturel depuis longtemps, avec l'illusion de la maîtrise, en se disant on sait faire, on taille, on coupe, on passe des produits, on tue énormément. Donc on maîtrise, donc tout va bien. Ben oui, mais non. On ne comprend pas comment cette plante se passe là et là, pourquoi celle-ci ne veut pas pousser. On découvre qu'il y a une toxine émise au bout des racines de la piloselle qui écarte les graminées. On découvre que les arbres sont timides entre eux. Enfin, on découvre plein de trucs. C'est nouveau. Et ça passe petit à petit dans l'esprit de ceux qui sont aussi les visiteurs. Qui au début ici disaient mais c'est pas propre, entre guillemets. Ça veut dire quoi la propreté pour les plantes et les animaux? Ça n'a aucun sens. C'est juste pour nous une idée esthétisante, hygiéniste, ancienne, quoi. On a changé d'époque. On n'est plus du tout. Même s'il y a une composition paysagère ici, elle est très importante. L'esthétique, ça permet de comprendre aussi. Ça met en valeur, c'est une scénographie. C'est ce que j'appelle la résolution esthétique. Mais le sujet principal, c'est pas du tout ça. C'est comprendre la vie, comment ça marche, quoi. Et ce jardin est particulièrement intéressant pour cette raison-là. Les visiteurs ont changé d'avis sur le livre d'or, livre des réclamations ou des c'est pas des doléances. On voyait mais arriver mais pourquoi c'est pas étiqueté, c'est pas propre, c'est pas je sais pas quoi, il n'y a plus rien de tout ça. Un peu l'étiquetage parce que les gens aimeraient avoir les noms des plantes, ce que je trouve je trouve d'ailleurs assez intéressant. En même temps, ce nom existe, mais en interrogeant Oui, il y a Internet maintenant, les il y a bases de données. Internet, il y a toutes les bases de données dans un abri ici, un bâtiment spécial pour ça, donc on l'a tout ça. Sauf qu'on ne veut pas le transformer en un jardin botanique classique, puisque c'est un jardin d'identité paysagère sous un climat donné, et que c'est plutôt la compréhension du vivant que la collection. Ça, c'est de l'exotisme du muséum ou des collectionneurs d'autrefois. On est vraiment dans une autre époque. Donc je trouve que oui, les choses ont changé. Je voudrais aussi que tu nous parles de ton rapport avec les jardiniers et les gens ici, parce qu'il n'y a pas que les plantes. Et quand on regarde le jardin comme ça, on pourrait croire que tout est calme, luxe et volupté, et c'est pas du tout le cas. Un jardin, c'est pas uniquement un lieu apaisant. Il y a eu ici des luttes parfois fratricides, des clans qui se sont opposés. Il a fallu parfois se séparer de certaines personnes. Alors ça, on le comprend pas forcément de l'extérieur, mais je pense que toi, tu peux peut-être nous le faire toucher du doigt, qu'on comprenne, qu'on soit peut-être plus indulgent face à ce genre de bataille. Oui. Alors, d'abord, je dis, dans un jardin, il n'y a pas la paix. Mais il n'y a pas la paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait de la paix, puisqu'il n'y a pas la guerre. Mais il y a des affrontements. Il y a des opportunistes, des opportunités, des prises d'opposition. Je parle des plantes et des animaux, là, qui viennent prendre la place. Le jardinier intervient, plus ou moins, ça dépend comment il entend la chose. Mais dans un jardin, si on parle de la nature, a priori, il n'y a pas la paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre. Mais bon, après, il y a les jardiniers. Et là, nous sommes dans un espace clos, isolé. Et tout ce groupe humain se retrouve constamment dans cet espace clos. Et là, bien sûr, il y a des égos, il y a des prises de position, il y a des affrontements. Il n'y a pas non plus vraiment la guerre. On ne peut pas dire il y a eu 2 ou 3 situations douloureuses et injustes aussi parfois, vraiment. Voilà, bon, ça c'est inévitable dans les clos. Toi, tu n'es pas intervenu là-dessus. Moi, On te demande de faire des arbitrages parfois, mais pas là-dessus. Non, je ne peux pas faire ça parce que, en plus, j'ai beaucoup de sympathie, Mais ça veut dire plus que ça, d'amitié avec certaines personnes qui ont disparu d'ici parce que
et sont partis ou elles ont été virées et que ça a été difficile aussi pour moi. Mais j'ai toujours eu un contact très proche avec les jardiniers. Ils sont venus d'ailleurs dans mon jardin. On travaille, on est en rapport, on est vraiment en terrain d'égalité. Moi, je me dis jardinier. Je suis pas, je mets les mains dans la terre. Je suis pas du tout quelqu'un en dehors de ce réel-là. Donc je comprends quand ils parlent. Je sais de quoi ils veulent parler vraiment. Je sais ce que ça veut dire. Et on a un très bon échange. Donc j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est entre eux qu'ils ont pu avoir des problèmes. Et que certains ont voulu peut-être prendre le pouvoir. On ne sait pas. Hein, un peu trop. Enfin bon, bref. Et alors à un moment donné, ça pète. Bon, mais c'est pas très grave. On parlait de la dimension du temps. Euh, Effectivement, on le verra, il y a des décisions que vous prenez dont les conséquences se feront une fois que vous aurez tous disparu. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut aussi organiser déjà la transmission, où on se dit, bon, bah, après moi, ça sera une autre histoire. Comment on prépare ça? Oui, après nous, ce sera une autre histoire, forcément. Mais l'histoire de la vie d'un arbre, tant que les conditions biotiques sont là, qu'il y a de l'oxygène dans l'air pour lui et du CO2, il en a besoin. Il nous redonne de l'oxygène par contre. Et de l'eau, parce qu'il ne pourrait pas vivre sans, lui, il fera son affaire. Il y a aucune inquiétude là-dessus. Aucune inquiétude là-dessus. Et pour nous, un arbre petit ou grand, âgé ou pas, il a autant de valeur et on lui portera un regard aussi intéressant, intéressé. Et c'est un point de vue du paysage, évidemment, ça change quand il est très gros ou quand il est tout petit. Mais d'un point de vue de l'attachement ou du regard qu'on peut avoir sur le vivant, ça ne change pas. Et c'est vrai que c'est eux, ce sont ces végétaux qui fabriqueront le futur, d'ailleurs plus facilement que nous, parce que eux ont un avantage sur nous animaux, nous humains animaux, c'est qu'ils sont autotrophes. Hein. Ils ont la capacité de vivre avec un peu de soleil et de l'eau. Ils fabriquent leur nourriture. Eux fabriquent leur nourriture. Nous, on est incapables de ça. Nous sommes des prédateurs. Il faut aller la chercher. S'il y a un problème nucléaire ou je ne sais lequel, un truc qui nous... Ouais, bon, ben voilà, ils s'en sortent, quoi, en gros. Mais là, depuis le début, c'est finalement, toi, tu as assuré une certaine continuité, ou en tout cas un suivi. C'est même le seul, Oui, le c'est le seul, seul, oui. hein, Le c'est ça. seul jardin que je suis depuis le début. C'est très rare qu'on me demande de revenir. Nous n'avons pas ce genre de mission Voilà, avec parce que ça, les le grand public ne le commanditaires. sait pas forcément. Il faut Alors, peut-être que tu nous rappelles que tous les 6 mois. malheureusement, alors ici, je viens ici au domaine du Rayol 2 ou 3 ou 4 fois par an, qui est quand même tout à fait exceptionnel, hein, parce que très peu de jardins dans lesquels je fais ça, mais ça correspond tout à fait au métier que nous faisons, nous, paysagistes. Paysagistes abordant la dimension du vivant, hein, c'est très bien, puisque justement, on suit dans le temps, on va avec les transformations dans le temps. Mais le métier de paysagiste, lui, est stupidement copié sur celui de l'architecte. Ce qui fait que le montant des honoraires est toujours en pourcentage du montant des travaux, et tout s'arrête à la fin des travaux quand on fait la réception du chantier. Enfin, quand on fait la réception du chantier pour une maison, la maison, elle est finie. Quand on fait la réception du chantier pour un jardin, le jardin, il commence. Il finira pas, il commence. Et qui s'en occupe? Donc on oublie de donner une mission de suivi, sauf le conservatoire du littoral, qui a très bien compris ça, et qui du coup, moi, me fait venir ici. Et je viens depuis 1988. Et après, est-ce que vous avez mis en place des protocoles pour que les gens qui vont suivre, ou est-ce que ça sera une autre histoire, ou il y aura une Non, mais continuité? ça, il y a d'autres gens, par exemple Philippe Delio, dont je parlais, qui a été ici très très rapidement, il est beaucoup plus jeune que moi, hein, il était objecteur de conscience quand il est venu travailler ici. Il est au courant de tout. Il intervient d'ailleurs aussi un peu sur le jardin. Bah, il peut prendre mon relais, ou d'autres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est bien qu'il y ait un regard de paysagiste quelque part, quand même, parce que c'est un jardin, c'est pas juste un morceau de nature. Et là, il y a besoin d'une vision paysagère un peu, où la dimension esthétique joue. Ça veut dire que de toute façon, il y a déjà une sorte de transmission qui s'est mise en Ah bah place? oui, bien sûr. Ah mais oui, heureusement. Moi, j'ai des étudiants. J'en ai eu beaucoup pendant quasiment 40 ans. J'ai enseigné aussi à l'école à Versailles et ailleurs.
Donc il y a des gens qui continuent à travailler avec un regard qui est le leur, bien sûr, mais où mon apport a joué beaucoup et on est en phase. Je veux dire qu'il est tout à fait facile aujourd'hui de trouver quelqu'un de jeune pour suivre ce jardin-là. De ce côté-là aussi, la petite graine a été semée, Oui, elle pousse. oui, oui, bien, très bien. On a fait le tour ou il y a d'autres choses que toi tu souhaitais aborder? Non, peut-être juste dire que nous n'avons jamais fini ce projet, qui était comme un jardin qui ne se finit jamais, sauf que là, il y a un espace dont on n'a pas beaucoup parlé, on parle peu, mais qui est fait l'objet d'une visite, c'est le fond marin. Oui. Et que moi, j'aurais beaucoup aimé dire, c'est pas une promenade du fond marin, c'est un jardin qu'on va visiter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jardin et est-ce qu'on fait un aménagement ou pas? Et j'avais dès le début proposé une sorte de pergola marine, un truc enfoncé sous l'eau, mais qui permet aux animaux et aux plantes, disons la plus De se riche fixer. diversité, de se fixer par en dessous. Et ça voudrait dire qu'en plongeant un peu, on la verrait, mais il suffit pas besoin d'aller profondément pour ça. Et quelques autres petits éventuels aménagements qui permettraient de dire le jardin continue sous l'eau. Là, c'est un tout petit peu le cas, hein, mais c'est pas exactement. Et on n'a jamais pu les faire, ces aménagements-là, parce que là non plus, on n'a pas été autorisé. La mer est protégée. Enfin, elle est protégée, on met toutes nos saloperies dedans. Hein. Mais elle est protégée parce que, soi-disant, on n'a pas le droit d'y toucher, sauf quelques personnes qui ont des droits au Cap-Nec, dit-on, où là, il y a des gens spéciaux. Hein, ceux-là, ils peuvent faire leur port privé et tout. Oui, d'accord. Mais nous, non. Ah oui, c'est le seul regret que Ouais, tu es, mais ça reste. oui. Oui, oui, non, Et mais ça bouge, ça évoluera pas. si, à mon avis, si. Si, parce qu'on aura pris bien sérieusement l'importance de ces enjeux pour le porter, quoi, pour porter cette diversité à la connaissance des gens et aussi en leur montrant la transformation, elle est très rapide dans le fond marin, avec des plantes qui arrivent, avec d'autres qui partent, avec un changement climatique qui fait qu'il y a une température de l'eau qui a changé, l'acidité qui change, enfin bref, c'est quelquefois plus visible encore que sur le... C'est très important à mon sens.